J'aime la nuit avec passion. Je l'aime d'un amour instinctif, profond, invincible. Je l'aime avec tous mes sens, avec mes yeux qui la voient, avec mon odorat qui la respire, avec mes oreilles qui en écoutent le silence, avec toute ma chair que les ténèbres caressent. On a de la chance qu'il fasse beau là aujourd'hui. C'était pas gagné cet Je après-midi. suis astronome, je suis très impliquée sur des projets d'astronomie gamma aux très hautes énergies. Les rayons gamma de très haute énergie, qualitativement, sont de même nature que les émissions qu'on voit en optique avec nos yeux, mais sont d'énergie beaucoup plus grande. Donc, bon, en fait, nous, on ne les voit plus du tout avec nos yeux, mais on peut, disons, concevoir des détecteurs de façon à tout de même trouver des évidences de leur existence et à pouvoir les observer de façon indirecte. Nous sommes ici sur le site de Meudon de l'Observatoire de Paris. Pour les tests directs de notre prototype, on le fait beaucoup par l'observation directe d'étoiles. Et pour faire ça, il faut qu'on pointe des étoiles brillantes et qui soient bien vues depuis le site de Meudon. Et là, c'est vrai que la lumière qui vient de Paris est à l'est pour nous par rapport à ici, donc nous empêche d'observer par exemple les étoiles au moment où elles se lèvent, parce qu'elles sont quand même bien noyées dans la lumière de Paris, donc on les voit vraiment pas bien. Donc en général, il faut attendre qu'elle passe pas trop loin du zénith. Et puis après, qu'elle redescende vers la forêt de l'autre côté, donc vers l'ouest. Là aussi, ça redevient meilleur, quoi. Mais il y a aussi des zones, comme on a deux miroirs, si on pointe trop directement vers l'ouest, on a des réflexions de Paris qui viennent dans notre secondaire, qui nous impactent aussi nos données. Donc il faut faire attention de viser un peu dans les zones qui sont le moins atteintes par la pollution lumineuse. En fait, on en est réduit à ça. Le site qui a été retenu pour le réseau qui doit être construit suite à ces travaux de prototypage, il est au Chili. Donc il est dans la région de l'Atacama, donc c'est une zone avec vraiment, c'est les meilleures qualités de ciel sur la planète. C'est là où sont installés tous les télescopes de l'ESO, l'European Southern Observatory. J'aimerais beaucoup me rendre au Chili, en particulier dans le désert d'Atacama. C'est l'un des spots pour astronomes amateurs les plus réputés, avec un ciel incroyable parce le climat est très sec, donc il y a très peu de nuages. Et comme c'est en altitude, à plus de 2000 mètres, il y a moins d'atmosphère à traverser, donc les étoiles sont très, très ponctuelles, très, très nombreuses dans le ciel. Ça permet de faire des photos magnifiques. Pour avoir un ciel de bonne qualité, il faut voyager. Il n'y a pas le choix. Le plus beau ciel que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'était aux Canaries, sur l'île de La Palma, l'île la plus à l'ouest de l'archipel des Canaries, qui est réputée le plus beau ciel d'Europe. D'ailleurs, au sommet de la montagne, il y a un observatoire astronomique professionnel avec une dizaine ou une quinzaine de coupoles au-dessus des nuages. On voit en fait les lumières de la côte qui éclairent par en dessous les nuages. On les voit un petit peu jaunes. Et ensuite, la lumière est vraiment arrêtée par ce voile de nuages qui est constamment là, à 1000 mètres d'altitude. Du coup, le sommet à plus de 2000 mètres est toujours épargné. C'est vrai que maintenant, pour partir en vacances, on regarde les cartes de pollution lumineuse. On regarde là où c'est le plus noir et on cherche une maison de location ici, en fait. C'est notre premier critère. Il existe un label
pour reconnaître des espaces qui sont pour l'instant encore de bonne qualité en termes d'environnement nocturne. Donc on les appelle les réserves internationales de ciel étoilé, RICE. Il y en a 13 dans le monde, dont 2 en France. La première, elle a été créée dans les Pyrénées, au niveau du parc national. Et puis une deuxième qui vient d'être labellisée là très récemment, dans les Cévennes. C'est un label associatif qui est proposé donc à l'échelle internationale, qui permet voilà, de reconnaître des zones pour la qualité de leur ciel nocturne. Et puis évidemment aussi même aller encore plus loin avec des mesures de gestion de l'éclairage plus favorables à la biodiversité et à la vision du ciel étoilé. Les solutions techniques, on les a toutes. On sait faire aujourd'hui de la gestion globale, on sait faire de l'extinction en milieu de nuit, on sait faire de l'abaissement d'intensité de la lumière à certaines heures de la nuit. L'éclairage LED permet ça, et puis d'autres types d'éclairage le permettent aussi. On sait faire de l'éclairage à la demande, c'est-à-dire que vous avez envie de sortir vous balader à 23h, mais la lumière est en veilleuse, en fait. La rue est en veilleuse, vous envoyez un SMS à une centrale, et puis tout d'un coup la lumière remonte et vous permet d'aller vous balader de façon plus sécurisée. Voilà. Donc techniquement, on sait faire. Politiquement, ça va être un peu plus compliqué. Du point de vue du grand public, oui, au fond, pourquoi on laisse allumer toute la nuit Voilà, vous nous dites que chez nous, il faut faire attention, couper la lumière quand on sort d'une pièce, et en même temps, nos villes sont éclairées toute la nuit. Alors l'avantage, quelque part, de cette pollution-là, la pollution lumineuse, c'est qu'elle est réversible. C'est pas le cas de toutes les pollutions. Si on prend la pollution des sols, par exemple, un sol qui est pollué aux métaux lourds, pour l'instant, on ne sait pas vraiment dépolluer ce sol. Pour la pollution lumineuse, c'est facile, il suffit d'éteindre et la lumière, elle disparaît. C'est une belle opportunité que les administrés, qu'on est tous, se réapproprient la décision politique, et notamment en matière d'aménagement qui a des impacts sur l'environnement. À éclairer, c'est toujours politique. J'éclaire où, j'éclaire quand, j'éclaire comment, j'éclaire qui, j'éclaire quelle fonction. Je veux mettre en lumière quoi dans ma ville, je veux laisser quoi dans l'ombre dans ma ville. Je veux mettre en lumière mes ponts du canal du Midi à Toulouse parce qu'ils sont beaux. Le canal du Midi, il est classé UNESCO. Donc je veux le mettre en lumière parce que les gens aiment bien se balader au bord du canal du Midi à Toulouse au printemps, en été, quand il fait bon. Et un pont éclairé, c'est pas moche quand c'est bien éclairé. Ce qui peut être intéressant, c'est que l'écologue dise oui, mais par contre à telle période de nidification, période de migration de tels oiseaux, période importante pour la reproduction des chauves-souris. Là, ce serait bien, à cette période-là, de l'éteindre. Du coup, ça demande un débat social de quelle place on est prêt à laisser aux non-humains, y compris dans les espaces complètement humanisés, ou déshumanisés parfois. Moi, je suis plutôt optimiste. Si vous voulez, il n'y a pas beaucoup de problématiques, de problèmes environnementaux qui sont traités à une telle vitesse. Pourquoi ça va à une telle vitesse? Parce qu'en fait, tout le monde y trouve son compte. Les élus y trouvent leur compte, en termes de réduction des factures. Les industriels y trouvent leur compte. Et si une loi cadre ou un arrêté dit la LED on n'est pas contre, mais c'est tel type de LED, etc. Et puis il faut refaire ça, et puis les normes vont changer, etc. Qu'est-ce qui se passe? En fait, les industriels, ils voient un marché complet, un marché de rénovation du parc national d'éclairage qui est en train de s'ouvrir. Ils se frottent les mains. Ils vont installer du nouveau matériel. Et puis, du point de vue des astronomes, du point de vue des écologues, de tous ceux qui font le Dark Sky Movement, ce mouvement qui se préoccupe de cette question-là, ça va plutôt dans le bon sens. Il y a une anecdote intéressante aux États-Unis où il y avait une coupure d'électricité importante, qui du coup tout de suite a rallumé les étoiles. Et les gens ont pris peur, ils ont vu la Voie lactée pour la première fois, sûrement pour la plupart. Ils ont tout de suite appelé les autorités en disant les ovnis attaquent la Terre, il y a quelque chose de bizarre dans le ciel, etc. Alors, ce n'était autre que notre galaxie. De génération en génération, on perd quelque part cette impression de manque, puisque les nouvelles générations n'ont jamais vu de Voie lactée, donc ils n'ont même pas l'impression de manquer de quelque chose, puisqu'ils l'ont jamais vu. Ne plus voir les étoiles, c'est couper un lien avec le reste de l'univers.